Le bureau s'éveillait toujours avant moi. Les écrans déjà allumés, les néons trop blancs, l'odeur tiède du café réchauffé plusieurs fois. À 8h30, chacun prenait sa place comme on endosse un rôle appris par cœur. Ici, on ne se saluait pas vraiment. On hochait la tête, on murmurait des politesses mécaniques, on se cachait derrière des agendas et des tableaux Excel. La hiérarchie n'avait pas besoin d'être rappelée. Elle s'imposait d'elle-même dans la manière dont certains passaient devant les autres, dans la façon de s'asseoir plus droit quand un supérieur approchait. Je travaillais là depuis 3 ans, suffisamment longtemps pour connaître les règles invisibles, pas assez pour me sentir à l'abri. J'avais appris à parler sans trop dire, à sourire sans inviter, à disparaître quand il le fallait. Dans ce monde réglé au millimètre, l'émotion était une faiblesse, la spontanéité un risque. On mesurait tout, le temps, les mots, les silences, surtout les silences. C'est dans ce décor figé qu'elle existait. On ne prononçait pas son prénom à la légère. Elle appartenait à l'étage au-dessus, à ce cercle où les décisions se prennent derrière des portes closes. Elle passait parfois près de nous, rapide, concentrée, toujours impeccable. Elle avait cette façon de marcher, comme si le couloir lui appartenait déjà. Pas de gestes inutiles, pas de regards perdus. Une présence nette, presque intimidante. Je la connaissais surtout de loin. De réunions trop grandes pour être honnête, de comptes rendus signés de sa main, de mails précis, impeccables, sans une phrase de trop. Elle incarnait ce que la hiérarchie aimait montrer. Maîtrise, distance, autorité calme. Rien, absolument rien, ne laissait penser qu'elle pouvait dévier de cette ligne. Jusqu'à ce matin-là, c'était un jour banal, au point d'en être presque transparent. La pluie avait laissé des traces grises sur les vitres, et le bureau semblait plus étroit que d'habitude. J'étais arrivé un peu plus tôt, décidé à terminer un dossier avant la réunion de 10h. Je ne m'attendais à rien d'autre qu'à une matinée ordinaire, sans surprise. Elle est apparue à l'entrée de l'open space sans bruit. Je l'ai sentie avant de la voir, comme un changement subtil dans l'air. Les conversations se sont tues d'elles-mêmes. Certains se sont redressés, d'autres ont baissé les yeux. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de mon bureau, consultant un dossier. J'ai levé la tête par réflexe, sans intention particulière. Nos regards se sont croisés. Ce n'était pas censé durer. Une fraction de seconde peut être moins. Le temps suffisant pour reconnaître quelqu'un, pour détourner les yeux et reprendre le cours normal des choses. Mais il s'est passé autre chose. Une suspension, un instant qui n'obéissait à aucune règle connue. Elle a souri. Pas un sourire officiel, pas celui qu'on adresse par politesse lors d'une présentation. C'était léger, presque timide. Un mouvement à peine perceptible, mais réel. Un sourire qui n'avait pas de public, qui ne cherchait pas à convaincre. Il m'était destiné, à moi seul, et cela m'a frappé avec une force démesurée. Je suis resté figé, incapable de répondre. Mon visage devait trahir quelque chose, une surprise mal dissimulée, être une confusion trop visible. Elle a baissé les yeux aussitôt, comme si rien ne s'était passé, et a continué son chemin. La scène n'avait duré que quelques secondes, mais elle avait laissé derrière elle une trace brûlante. Je me suis rassuré en me disant que j'avais mal interprété, que la fatigue me jouait des tours, que ce sourire n'était qu'une coïncidence, un réflexe involontaire. Pourtant, plus j'y pensais, plus il prenait de l'ampleur. Ce n'était pas le sourire en lui-même qui me troublait, mais ce qu'il représentait, une brèche, une faille dans l'ordre parfaitement huilé que je croyais immuable. Le reste de la matinée s'est déroulé dans un flou étrange. Les chiffres sur mon écran semblaient glisser sans s'accrocher. Les conversations autour de moi me parvenaient étouffées, comme si j'étais sous l'eau. Je revoyais ce sourire, encore et encore, cherchant à en comprendre le sens. Était-ce une reconnaissance, une approbation, ou simplement une erreur? À 10h, la réunion a commencé. Elle était là, évidemment, assise au bout de la table. Elle parlait avec assurance, posait des questions précises, reprenait certaines formulations. Tout était normal, conforme à l'image que j'avais toujours eue d'elle. Et pourtant, chaque fois que je croisais son regard, j'avais l'impression qu'un fil invisible nous reliait. Je n'étais pas le seul à ressentir quelque chose, j'en étais sûr. Pas parce qu'elle faisait quoi que ce soit d'explicite, mais parce que sa présence semblait différente, plus proche, moins distante, comme si le masque avait légèrement glissé, laissant entrevoir autre chose, sans jamais tomber. À la fin de la réunion, chacun s'est levé dans un ordre tacite. Je rassemblais mes notes quand j'ai entendu mon nom. Elle se tenait à côté de moi, dossier sous le bras. Sa voix était calme, professionnelle. « Vous pouvez m'envoyer la dernière version du rapport? J'aimerais la relire aujourd'hui. » J'ai acquiescé,
incapable de formuler autre chose qu'un bien sûr trop rapide. Elle m'a remercié d'un signe de tête, sans sourire cette fois, mais le mal était fait. Ce simple échange, banal en apparence, prenait une résonance nouvelle. Toute la journée, j'ai senti un décalage, comme si les murs avaient changé de place sans prévenir. Rien n'avait réellement bougé, et pourtant tout semblait instable. Je me demandais si elle repensait à ce sourire, si elle regrettait, ou si, au contraire, elle l'assumait déjà comme un geste volontaire. En quittant le bureau le soir, je me suis arrêté devant l'ascenseur, observant mon reflet dans les portes métalliques. Je n'étais pas différent. Les mêmes traits fatigués, la même tenue sobre, et pourtant, quelque chose en moi s'était déplacé, une certitude s'était fissurée, celle que la hiérarchie était un mur infranchissable, solide, éternel. Un simple sourire avait suffi à ébranler cette croyance. Je ne savais pas encore jusqu'où cela irait, ni quelles conséquences cela aurait. Je savais seulement une chose, ce sourire n'était pas innocent, et il ne disparaîtrait pas avec la nuit. Il avait planté une question au cœur de mon quotidien, et cette question ne demandait qu'à grandir. Le lendemain serait différent, je le sentais déjà. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le réveil. Une sensation inhabituelle, comme si mon esprit avait refusé de se reposer complètement. La lumière grise filtrait déjà à travers les rideaux, et la première pensée qui m'a traversé l'esprit n'était ni le travail à accomplir, ni l'agenda chargé de la journée, mais ce sourire. Il était là, précis, intact, comme s'il s'était imprimé derrière mes paupières. Je me suis préparé plus lentement que d'habitude. Chaque geste semblait accompagné d'une attente silencieuse, d'une question que je n'osais pas formuler. Était-ce moi qui avais changé, ou bien l'équilibre autour de moi? En quittant l'appartement, j'avais l'étrange impression de me diriger vers un endroit familier qui ne m'appartenait plus tout à fait. Au bureau, rien n'avait officiellement changé. Les mêmes voix, les mêmes pas pressés, les mêmes regards absents. Pourtant, quelque chose flottait dans l'air, imperceptible mais présent. Je me suis installé à mon poste, tentant de me concentrer sur les tâches prévues. Les chiffres défilaient sur l'écran, mais ils refusaient de prendre sens. Mon attention glissait sans cesse vers le couloir, comme si je m'attendais à la voir apparaître à chaque instant. Elle est arrivée plus tard que la veille. Je l'ai remarquée sans même lever les yeux, comme on sent une variation de température. Lorsqu'elle est passée près de mon bureau, elle n'a pas ralenti. Pas de sourire, pas de mots. Rien. Une neutralité parfaite, presque trop parfaite. J'ai ressenti une pointe de déception absurde, immédiatement suivie d'un soulagement coupable. Être que tout cela n'était qu'une projection. Après tout, la matinée s'était tirée ainsi, entre attente silencieuse et retour forcé à la réalité. Puis, vers 11 heures, un mail est arrivé. Son nom apparaissait en haut de l'écran. Une demande simple, formulée avec la même précision que la veille. Rien d'ambigu, rien de personnel. Et pourtant, je l'ai relu plusieurs fois, comme si je cherchais un message caché entre les lignes. Je lui ai répondu rapidement. Trop peu, être. Quelques minutes plus tard, elle est venue elle-même récupérer le document. Elle s'est arrêtée à côté de mon bureau, légèrement penchée vers l'écran. Sa proximité m'a surpris plus que je ne l'aurais voulu. Je pouvais sentir son parfum discret, entendre sa respiration calme. Elle n'a pas regardé l'écran tout de suite. Elle a d'abord levé les yeux vers moi. Cette fois, le regard a duré plus longtemps. Il n'y avait pas de sourire, mais quelque chose d'autre. Une attention pleine, directe, presque interrogative, comme si elle cherchait à vérifier quelque chose. J'ai soutenu son regard, malgré la tension qui montait en moi. Aucun de nous n'a parlé pendant quelques secondes. Le silence n'était pas gênant, il était chargé. Puis elle a hoché la tête, comme satisfaite d'une réponse que je n'avais pas donnée à voix haute. « Merci », a-t-elle dit simplement. Elle est repartie aussitôt, me laissant avec une certitude nouvelle. Ce n'était pas un hasard. Ce qui se passait entre nous n'avait pas besoin de mots pour exister. Le regard était devenu un langage à part entière, un terrain secret où la hiérarchie n'avait plus tout à fait sa place. À partir de ce moment-là, chaque échange, aussi anodin soit-il, prenait une dimension différente. Un croisement dans le couloir, un bref arrêt à la machine à café, une phrase prononcée lors d'une réunion, tout semblait chargé d'un sous-texte silencieux. Nous restions irréprochables en apparence, mais quelque chose circulait entre nous, invisible et puissant. Je me surprenais à anticiper ces moments, à lever les yeux au bon instant, à ralentir légèrement le pas en la croisant. Je me demandais si elle faisait de même, si elle calculait ces microsecondes de proximité. Rien n'était prouvable, et c'était précisément ce qui rendait la chose si troublante. Les autres ne voyaient rien, ou du moins je le croyais. Pourtant,
Je sentais parfois des regards s'attarder sur moi plus longtemps que d'habitude. Une collègue m'a demandé, sur un ton faussement léger, si j'avais été chargé de nouveaux projets. J'ai répondu par la négative, tentant de ne pas trahir mon malaise. La hiérarchie n'aimait pas les zones floues, et nous étions en train d'en créer une. L'après-midi, une réunion imprévue a été annoncée. Nous étions peu nombreux autour de la table. Elle dirigeait la discussion, comme toujours. À un moment, nos avis ont divergé sur un point précis. Rien de dramatique, mais suffisamment pour créer un échange direct. Elle m'a écouté jusqu'au bout, sans m'interrompre, puis a repris la parole. « C'est intéressant, ce que vous dites », a-t-elle déclaré devant les autres. « On va explorer cette piste. » Ces mots étaient simples, mais leur effet a été immédiat. J'ai senti plusieurs regards se tourner vers moi. Ce n'était pas courant, pas à ce niveau, pas sans justification apparente. Elle n'a pas insisté, mais le message était passé. La frontière venait de se déplacer d'un pas. En sortant de la réunion, je me suis senti à la fois porté et inquiet. Cette reconnaissance publique, aussi discrète soit-elle, me plaçait dans une position inconfortable. Je n'avais rien demandé. Je n'avais rien fait, à part répondre à un regard et soutenir un échange. Et pourtant, les conséquences commençaient à se dessiner. En fin de journée, je suis resté un peu plus longtemps que prévu. Elle aussi. Les lumières se sont éteintes progressivement autour de nous. À travers les vitres, la ville s'illuminait. Elle est passée près de mon bureau une dernière fois. « Bonne soirée », a-t-elle dit. Il y avait, cette fois, un léger sourire. Pas celui de la veille, mais une esquisse, presque retenue. J'ai répondu de la même manière, conscient que ce simple échange pouvait être observé, interprété, amplifié. Lorsqu'elle est partie, je suis resté immobile quelques instants. Je savais désormais que le regard avait remplacé les mots, et que ce langage silencieux était bien plus dangereux qu'une déclaration ouverte. Il ne laissait aucune trace, mais il transformait tout. La hiérarchie tenait encore debout, officiellement, mais quelque chose en profondeur venait de céder. Il y a un moment précis où l'on cesse de faire semblant, pas volontairement, pas consciemment. Cela arrive sans prévenir, comme un glissement presque imperceptible. Le bureau, autrefois refuge de règles claires et de frontières nettes, avait changé de nature. Je le ressentais dès que j'y entrais. Les murs étaient les mêmes, les postes alignés, les écrans allumés à la même heure. Mais l'espace n'était plus neutre. Il était chargé. Je marchais différemment dans les couloirs, plus attentif, plus lent parfois, comme si chaque pas pouvait déclencher quelque chose. Je faisais attention à mes gestes, à ma posture, à la direction de mon regard. Une vigilance nouvelle s'était installée, constante, presque épuisante. Ce n'était pas de la peur, pas encore. C'était une conscience aiguë d'être visible. Elle continuait à se comporter avec une rigueur irréprochable. Aucun excès, aucune familiarité, mais les détails trahissaient une évolution subtile. Elle s'arrêtait parfois près de mon bureau, sous prétexte d'une question rapide. Elle écoutait plus longtemps mes réponses. Lors des réunions, elle me laissait finir mes phrases, même lorsque le temps pressait. Rien de suffisamment flagrant pour être accusateur, tout juste assez pour être remarqué. Et je n'étais plus sûr d'être le seul à le voir. Un matin, en arrivant, j'ai surpris 2 collègues en train de se taire brusquement en me voyant approcher. Leurs regards se sont croisés, rapides, gênés. J'ai fait semblant de ne rien remarquer, mais une tension froide s'est logée dans ma poitrine. Les conversations changeaient de ton quand je passais. Pas toujours, pas systématiquement, mais assez pour que je commence à douter. Je me répétais que j'exagérais, que le travail rend paranoïaque, que l'esprit cherche des signes là où il n'y en a pas. Pourtant, certains silences semblaient trop lourds pour être anodins, certaines questions trop indirectes. On me demandait si j'allais bien, si je n'étais pas trop chargé, si tout se passait comme prévu avec la direction, des phrases anodines, mais qui prenaient un goût étrange. Le point de bascule est arrivé lors d'une réunion d'équipe élargie. Un projet délicat, plusieurs services impliqués, des tensions latentes. Les échanges étaient tendus, chacun protégeant son territoire. À un moment, une décision devait être prise rapidement. Un responsable a proposé une solution qui me paraissait risquée. J'ai hésité à intervenir. Ce n'était pas mon rôle de contester à ce niveau. Elle m'a regardé, pas longtemps, juste assez pour que je comprenne qu'elle attendait quelque chose. J'ai pris la parole, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. J'ai exposé les risques, calmement, sans attaque. La salle est devenue silencieuse. J'ai senti le poids de chaque regard posé sur moi. Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle a laissé passer quelques secondes, mesurant l'impact. Puis elle a parlé. Il a raison. On ne peut pas ignorer ces points-là. La phrase était simple. Les faits,
Dévastateur. Le responsable a acquiescé, contraint. La discussion a repris sur une autre base. Officiellement, tout était normal. Officieusement, quelque chose venait de se produire. En sortant de la salle, je sentais des regards lourds dans mon dos. Une frontière invisible venait d'être franchie, et elle n'était pas facile à retracer. Je me sentais à la fois légitimé et exposé. Cette reconnaissance publique, même mesurée, créait un déséquilibre. Elle me plaçait dans une lumière que je n'avais pas cherchée. Et dans un environnement où l'ordre hiérarchique était censé être stable, toute lumière déplacée devenait suspecte. Les jours suivants ont confirmé ce malaise. Certains collègues se montraient plus distants, d'autres, au contraire, excessivement aimables. On me sollicitait davantage, on me demandait mon avis sur des sujets qui ne relevaient pas de mes fonctions. Je devenais, malgré moi, un point de convergence. Et chaque interaction renforçait l'idée que je n'étais plus à ma place initiale. Elle, de son côté, semblait consciente de ce qu'elle avait déclenché. Son attitude restait maîtrisée, mais je percevais une retenue nouvelle, comme si elle tentait de corriger une trajectoire déjà lancée. Nos regards se croisaient moins souvent, mais quand c'était le cas, ils portaient une intensité différente, plus grave, moins légère que celle des premiers jours. Un après-midi, je l'ai croisée seule dans le couloir menant au bureau de direction. Elle s'est arrêtée, m'obligeant à faire de même. Le couloir était vide, silencieux. « Vous allez bien ?» m'a-t-elle demandé. La question était banale, mais son regard ne l'était pas. Il cherchait quelque chose, une confirmation ou un avertissement, je ne saurais dire. J'ai répondu que oui, que tout allait bien. Elle a hoché la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. « Faites attention », a-t-elle ajouté, plus bas. Puis elle est repartie, me laissant là, figé. Ces deux mots résonnaient encore longtemps après son départ. Attention à quoi? Aux autres? À elle? À moi-même? Je comprenais soudain que le jeu avait changé de nature. Ce qui avait commencé comme un échange silencieux devenait un terrain instable, où chaque geste pouvait être interprété. Le bureau n'était plus un simple lieu de travail. Il était devenu un espace de tension, de projection, de soupçon. Je sentais la pression monter, lentement mais sûrement. La hiérarchie, autrefois solide, montrait des signes de fragilité, pas parce qu'elle était attaquée frontalement, mais parce qu'elle se fissurait de l'intérieur. En quittant le bureau ce soir-là, j'ai compris que je ne pourrais plus revenir en arrière. Quoi que je fasse désormais, le regard posé sur moi ne serait plus le même, et elle le savait aussi. Nous avions franchi une ligne invisible, et le sol sous nos pieds commençait à trembler. Il y a des moments où l'on comprend que l'équilibre n'est plus qu'une illusion entretenue par habitude. Rien ne s'est effondré brutalement. Aucun scandale, aucune accusation ouverte. Seulement une succession de micro-déséquilibres, presque élégants dans leur discrétion. Le pouvoir ne tombait pas, il glissait, lentement, silencieusement. Je le sentais dans l'attitude des autres avant même de le comprendre intellectuellement. Les supérieurs échangeaient entre eux des regards appuyés, trop longs pour être anodins. Les réunions se prolongeaient sans raison claire. Des décisions mineures étaient reportées, comme si plus personne n'osait vraiment trancher. La hiérarchie continuait d'exister sur le papier, mais sur le terrain, elle hésitait. Elle aussi avait changé. Pas dans son discours officiel, pas dans ses mails impeccables, ni dans ses prises de parole mesurées, mais dans sa manière d'occuper l'espace. Elle semblait parfois absente, comme si une partie de son attention se trouvait ailleurs. Elle arrivait plus tôt, repartait plus tard, et pourtant, elle paraissait moins solide, moins ancrée dans cette assurance tranquille qui l'avait toujours caractérisée. Nos échanges s'étaient faits plus rares, mais plus lourds de sens. Quand nos regards se croisaient, il n'y avait plus cette légèreté presque dangereuse des débuts. À la place, une tension retenue, une lucidité nouvelle. Nous savions tous les deux que quelque chose nous avait échappé. Un matin, j'ai été convoqué à une réunion à laquelle je n'étais pas censé participer. Aucun ordre du jour précis, seulement un créneau ajouté à mon agenda la veille au soir. En entrant dans la salle, j'ai compris que je n'étais pas là par hasard. Plusieurs responsables étaient présents, ainsi qu'elle. L'atmosphère était polie, presque cordiale, mais un malaise flottait sous la surface. On a parlé de stratégie, de réorganisation, de priorité. Des mots larges, abstraits, derrière lesquels se cachaient des décisions plus concrètes. À plusieurs reprises, on m'a demandé mon avis, directement, sans détour. Chaque fois, je sentais son regard posé sur moi, attentif, presque inquiet. À la fin de la réunion, elle a résumé les points abordés avec une précision chirurgicale. Puis elle a ajouté, comme en passant, « Nous allons ajuster certaines responsabilités dans les semaines à venir ». La phrase est tombée sans emphase. Mais je savais,
à la manière dont certains ont échangé des regards qu'elle n'était pas anodine. Quelque chose se préparait, et ce quelque chose ne la concernait peu, être pas uniquement. Les jours suivants, des rumeurs ont commencé à circuler. Rien de clair, rien de vérifiable. Des phrases à demi prononcées dans les couloirs, des silences brusques quand quelqu'un approchait. On parlait de tensions en haut lieu, de divergences de vision. Son nom revenait parfois, associé à des expressions vagues, remise en question, évolution, repositionnement. Je me sentais pris au piège d'un mécanisme qui me dépassait. Je n'avais rien provoqué consciemment, et pourtant, je me retrouvais lié, d'une manière ou d'une autre, à cette instabilité. Certains me regardaient désormais comme un allié potentiel, d'autres comme une menace silencieuse. Cette polarisation me mettait profondément mal à l'aise. Un soir, alors que le bureau se vidait, elle m'a demandé de passer dans son bureau. La demande était formulée comme toujours, neutre, professionnelle, mais je sentais que cette conversation serait différente. En entrant, j'ai remarqué qu'elle avait laissé la porte entr'ouverte, signe inhabituel, comme si elle ne voulait pas donner prise aux interprétations. « Asseyez-vous », a-t-elle dit. Elle n'a pas immédiatement parlé. Elle a pris le temps de ranger quelques documents, de fermer son ordinateur, puis elle a levé les yeux vers moi. Son regard n'était ni autoritaire ni complice. Il était fatigué. « Les choses deviennent compliquées », a-t-elle commencé. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à répondre à une telle phrase. Elle a poursuivi, choisissant soigneusement ses mots. Certaines dynamiques sont observées de près. Des interprétations se font, parfois à tort. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprenais. Trop bien. Elle ne parlait pas de chiffres ni de projets. Elle parlait de perception, de ce qui se dit sans se dire, de ce qui circule sans laisser de traces écrites. Je veux être très clair, a-t-elle ajouté. Vous n'avez rien fait de mal. Cette affirmation, censée rassurer, a eu l'effet inverse. Si elle éprouvait le besoin de la formuler, c'est que le doute existait déjà, quelque part. Et ce doute avait un poids. Mais, a-t-elle repris après un silence, il est possible que certaines décisions soient prises prochainement. Des décisions qui me dépasseront peut-être. Elle n'a pas prononcé le mot, mais il flottait entre nous, perte de contrôle. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle admettait implicitement que son pouvoir n'était pas absolu, qu'il pouvait lui glisser des mains, sans bruit, sans éclat. Je suis sorti de son bureau avec une sensation étrange, un mélange de compassion et d'inquiétude. Je n'avais jamais envisagé sa position comme fragile, et pourtant, elle l'était devenue, en partie à cause de ce qui s'était passé entre nous, ou peut être simplement révélée comme telle. Les jours suivants ont confirmé cette impression. Elle était moins consultée sur certains dossiers. Des décisions passaient au-dessus d'elle. On parlait de nouvelles orientations, de changements nécessaires. Rien n'était officiel, mais tout le monde sentait que l'air avait changé. Quant à moi, je me retrouvais dans une position inconfortable, trop visible pour rester neutre, trop silencieux pour être complètement innocent. Je comprenais désormais que le pouvoir, lorsqu'il commence à glisser, entraîne tout sur son passage, même ceux qui n'avaient jamais voulu le toucher. La hiérarchie n'était pas en train de s'effondrer d'un coup. Elle se recomposait, lentement, en laissant derrière elle des zones d'ombre et des regrets. Et au cœur de ce mouvement, il y avait un sourire, un regard, et une histoire qui avait pris une ampleur bien au-delà de ses intentions initiales. Il arrive un moment où l'on ne peut plus faire semblant d'ignorer ce qui se joue. Les signes étaient devenus trop nombreux, trop précis pour être encore attribués au hasard. Le bureau n'était plus seulement un lieu de tension diffuse. Il s'était transformé en espace de calcul, de stratégie feutrée, de décisions qui se prenaient ailleurs, sans jamais être clairement assumées. Je le voyais dans les invitations aux réunions qui n'arrivaient plus, dans les dossiers qui changeaient de main sans explication, dans les regards que certains détournaient désormais avec une hâte presque coupable. Tout cela se faisait avec une politesse parfaite, une courtoisie irréprochable, rien de brutal, rien de frontal, mais l'effet était le même, une mise à distance progressive. Elle, en revanche, semblait porter le poids de ces changements avec une intensité croissante. Son visage trahissait parfois une fatigue qu'elle ne prenait plus la peine de dissimuler complètement. Les cernes légers, la mâchoire crispée, les silences prolongés avant de répondre à une question. Elle restait professionnelle, précise, mais quelque chose s'était fissuré dans son assurance. Nous ne nous parlions presque plus. Pas par choix, mais par nécessité. Chaque échange devenait potentiellement dangereux, chaque mot susceptible d'être interprété. Pourtant, cette distance imposée rendait notre lien encore plus présent, comme une tension électrique entre deux pôles qui refusent de se toucher. Un après-midi, j'ai été convoqué par un responsable des ressources humaines.
La demande était formulée de manière neutre, presque bienveillante. Aucun motif précis. En m'asseyant dans le bureau impersonnel, j'ai compris que le moment redouté était arrivé. Pas une accusation, pas encore. Plutôt une exploration. Nous faisons un point général sur le climat de travail, a expliqué mon interlocuteur. Vous savez, ces choses-là. Il a posé des questions vagues, ouvertes. Comment je me sentais dans l'équipe? Si je me sentais soutenu? Si je percevais des tensions particulières? J'ai répondu prudemment, choisissant chaque mot avec soin. Je n'ai jamais prononcé son nom. Lui non plus. Mais elle était présente dans chaque silence, dans chaque détour de phrase. À la fin de l'entretien, il a conclu d'un ton mesuré. Nous voulons éviter toute situation ambiguë. Pour tout le monde. Cette phrase a résonné longtemps après que j'ai quitté le bureau. Situation ambiguë. Voilà comment on nommait ce qui avait commencé par un sourire. Une ambiguïté suffisante pour déclencher des mécanismes lourds, impersonnels, implacables. Le lendemain, j'ai appris qu'elle avait été retirée d'un projet majeur. Officiellement, pour des raisons de réorganisation. Officieusement, personne n'y croyait vraiment. Ce projet était l'un des piliers de son influence. Sans lui, sa position devenait plus fragile, plus exposée. Je l'ai croisée ce jour-là, tard dans l'après-midi. Le couloir était presque vide. Elle marchait lentement, dossier serré contre elle. Quand elle m'a vu, elle a hésité une fraction de seconde, puis s'est arrêtée. « Ils vous ont parlé ?» a-t-elle demandé, sans préambule. J'ai hoché la tête. Inutile de préciser qui était « il ». Elle a fermé les yeux un instant, comme pour reprendre son souffle. « Je suis désolé », a-t-elle dit. Ces mots m'ont surpris. Je ne m'attendais pas à des excuses. Pas de sa part. Pas pour quelque chose d'aussi diffus. Et pourtant, elle semblait sincèrement affectée. « Vous n'avez rien à vous reprocher », ai-je répondu. C'était vrai, et en même temps terriblement insuffisant. Nous savions tous les deux que la réalité était plus complexe. Les gestes silencieux ont un prix, précisément parce qu'ils ne peuvent pas être défendus ouvertement. Les jours suivants ont été marqués par une lente dégradation. Elle était toujours là, mais moins écoutée. Ses interventions suscitaient moins de réactions. Certains la coupaient, d'autres prenaient la parole à sa place. Rien d'ouvertement hostile, mais une série de micro-dépossessions qui finissaient par peser lourd. Je me sentais coupable. Pas parce que j'avais voulu quoi que ce soit de précis, mais parce que j'avais accepté ce sourire, ce regard, sans en mesurer les conséquences. J'avais participé, par mon silence et ma réceptivité, à créer une zone grise que l'organisation ne savait pas gérer autrement qu'en la neutralisant. Un soir, elle m'a envoyé un message. Courte, directe. « Pouvez-vous passer ?» Je suis allé dans son bureau, le cœur serré. Elle avait déjà rangé plusieurs affaires personnelles dans une boîte. Le geste était discret, mais sans équivoque. Elle ne pleurait pas, elle semblait étrangement calme. « Ce n'est pas une sanction », a-t-elle expliqué. « Pas officiellement. On parle de transition, de nouveaux rôles. Mais vous savez comme moi ce que cela signifie. Je savais. Un déplacement, une perte d'influence, une sortie élégante de l'équation centrale. Le pouvoir ne se reprenait pas. Il se retirait, laissant derrière lui un vide soigneusement organisé. « Je voulais que vous le sachiez par moi », a-t-elle ajouté. Pas par des rumeurs. Je l'ai remercié, sans savoir quoi dire d'autre. Il y avait tant de choses que j'aurais voulu exprimer. La reconnaissance, le regret, la solidarité. Mais aucune ne trouvait sa place dans ce contexte. Avant que je ne parte, elle a posé la main sur le bureau, juste assez longtemps pour attirer mon attention. Parfois, a-t-elle dit doucement, ce sont les gestes les plus discrets qui coûtent le plus cher. Je suis sorti sans me retourner. Le couloir me semblait plus long que d'habitude. J'avais la sensation d'avoir assisté à quelque chose d'irréversible. La hiérarchie ne s'effondrait pas dans le fracas. Elle se réorganisait en sacrifiant ce qui la mettait mal à l'aise. Et tout cela avait commencé par un sourire que personne d'autre n'avait vu. La fin n'est jamais spectaculaire. Pas dans ce genre d'histoire. Il n'y a pas de porte claquée, pas de discours d'adieu, pas de vérité révélée au grand jour. Tout se termine comme cela a commencé, dans le silence. Un silence plus dense, plus lourd, qui s'installe progressivement et finit par redéfinir l'espace. Son départ n'a pas été annoncé officiellement. Une ligne discrète dans un mail collectif évoquant une nouvelle étape professionnelle et remerciant pour l'engagement et le professionnalisme. Les mots étaient propres, lisses, soigneusement vidés de toute émotion. Personne n'a posé de questions. Personne n'en a eu besoin. Dans les couloirs, on savait déjà. Le jour où son bureau a été vidé, je ne l'ai pas vue. Elle était partie tôt, ou peu, être la veille. Il ne restait rien d'elle, sinon une chaise repoussée sous le bureau,
un écran éteint, et cette impression persistante que quelque chose manquait. Pas une personne, exactement. Une tension, une faille, une présence invisible qui avait donné du relief à l'ensemble. Le bureau a retrouvé son calme apparent. Les réunions ont repris leur cadence habituelle. Les décisions ont recommencé à tomber avec une régularité rassurante. La hiérarchie semblait réparée, solidifiée, presque soulagée, comme un corps qui se remet après avoir rejeté un élément perturbateur. Et moi, je suis resté. Rien ne justifiait mon départ. Aucun reproche, aucune faute, aucune trace écrite de ce qui s'était joué. J'ai conservé mon poste, mes responsabilités, ma place exacte dans l'organigramme. En surface, tout allait bien. Trop bien peut être. Mais quelque chose avait changé en profondeur. Et je le sentais chaque jour un peu plus. On me regardait autrement. Plus prudemment. Avec une distance nouvelle, mêlée d'un respect étrange. Certains me sollicitaient moins, d'autres davantage. Comme si j'étais devenu un point de référence ambigu. J'étais à la fois intégré et mis à part. Présent, mais surveillé. Comme si mon existence rappelait qu'un déséquilibre était possible. Je pensais souvent à elle. Pas de manière romantique, pas comme on repense à une histoire inachevée, plutôt comme on repense à un moment précis qui a changé la perception des choses. Elle était devenue un repère, une preuve silencieuse que l'ordre n'est jamais aussi solide qu'il en a l'air. Parfois, je me demandais si elle regrettait, si elle analysait, de son côté, la chaîne de micro, événement qui l'avait conduite là, si elle revoyait ce sourire, ce regard échangé, comme un point de départ ou comme un simple révélateur. Je ne le saurais jamais. Nous n'avions plus aucun contact, aucune trace, aucun message, comme si notre lien avait été effacé avec la même minutie que son nom sur la porte. Les semaines ont passé. Le bureau a continué de fonctionner. De nouveaux visages sont apparus à des postes clés. D'autres ont pris plus de place. L'ordre se reconstituait, légèrement différent, mais toujours aussi exigeant. J'observais tout cela avec un recul que je n'avais jamais eu auparavant. Je comprenais désormais que la hiérarchie n'est pas seulement une structure, c'est un récit collectif, une mise en scène permanente. Tant que chacun joue son rôle, le décor tient. Mais qu'un geste, aussi minime soit-il, vienne troubler la narration, et tout devient instable. Non pas parce que ce geste est grave, mais parce qu'il rappelle que les rôles sont portés par des êtres humains. Un soir, en quittant le bureau, je me suis arrêté devant la fenêtre du hall. La ville s'étendait devant moi, indifférente, lumineuse. Je me suis demandé ce que j'avais appris de cette histoire. Il n'y avait pas de morale claire, pas de leçon confortable, seulement une lucidité nouvelle. Je savais maintenant que le pouvoir n'aime pas l'ambiguïté. Il la tolère tant qu'elle reste invisible, tant qu'elle peut être niée. Mais dès qu'elle commence à circuler, même sous forme de rumeur, il la neutralise. Pas par la force, mais par le déplacement, l'effacement, la réorganisation. Je savais aussi que l'innocence n'existe pas vraiment dans ces espaces-là. Même le silence est un acte, même un regard est une prise de position. Et un sourire, aussi discret soit-il, peut devenir un événement politique. Il m'arrive encore, parfois, de croiser un regard dans le couloir. Rien d'interdit, rien de déplacé, juste un échange humain bref. Et chaque fois, je ressens une retenue instinctive, une mémoire du prix payé. Je détourne légèrement les yeux, par réflexe, non par peur, mais par compréhension. L'ordre s'est effondré, puis reconstruit. Il ne reste aucune trace visible de la fissure, mais pour ceux qui l'ont vu, même de l'intérieur, rien n'est plus tout à fait pareil. Le bureau est redevenu un lieu de travail, oui, mais il ne sera jamais plus neutre, parce qu'il a suffi d'un simple sourire pour révéler tout ce qu'il cachait.